Bon, à un moment donné, on est arrivé au Canard un matin, là, comme ça, et on a vu qu'un certain Vivian Petit, qu'on ne connaissait pas du tout, qui nous a contactés parce que lui, il voulait parler de la Palestine. Il avait vu ce qu'on avait fait avec Stamboul, et il s'est dit, putain, moi je veux faire pareil, je veux faire ma conférence, je veux faire mon interview, je les contacte. Et du coup, il y a quelques semaines, eh ben, il est venu sur Guingamp pour réaliser d'abord une longue interview où il a parlé de comment est-ce que c'était la vie à Gaza avant le génocide, et on a même organisé avec l'annexe, le bar associatif, une conférence pour parler de l'histoire de la Palestine de 1947 à aujourd'hui. Donc si t'aimes bien ça, partage-le, parce que c'est compliqué quand on change de tête et compagnie, donc si tu peux les partager, c'est l'idéal. Évidemment, mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir au niveau de l'algorithme et compagnie. Bref, la conférence de Vivian Petit, c'est parti. Merci d'être venu en tout cas, merci de l'invitation, merci au Canard Réfractaire, merci au lieu qui nous accueille, merci à la FPS d'avoir diffusé l'information aussi, et merci à vous d'être venus. Je trouvais intéressant de parler de Gaza, non seulement évidemment de l'actualité, du génocide et de la famine en cours, mais aussi de situer l'analyse dans un rapport un peu plus long aux événements, qui est celui d'une asphyxie continue d'un territoire et de sa population, avec évidemment des variations d'intensité et des méthodes différentes selon les périodes, les époques, les opportunités d'Israël, les formes de résistance qui se développent ou pas, mais quand même une cohérence dans la gestion de Gaza et de sa population et dans les manières dont Israël s'est toujours évertué à asphyxier toute possibilité d'auto-organisation et de souveraineté palestinienne. Les villes de la bande de Gaza, dont la ville de Gaza elle-même, existent de longue date. La ville de Rafah, donc, qui est la ville moitié égyptienne, moitié palestinienne, qui fait la frontière, c'est une ville qui a 4000 ans. Elle a été construite 2000 ans avant notre ère, à l'époque des pharaons égyptiens. La ville de Gaza, elle a 3500 ans environ. Elle a été construite au moment de l'Égypte antique, ça a été ensuite une ville à l'époque des Cananéens, puis des Perses, puis des Grecs, puis des Romains. La ville de Gaza, c'était notamment un port important de l'Empire romain. Et c'est notamment ce qui a pu expliquer des guerres successives à une échelle plurimillénaire, la question de la gestion du port, que ce soit au Moyen-Âge, à l'époque des croisades, ensuite à l'époque de l'Empire ottoman, ou aussi le fait que Gaza, par exemple, avait été bombardée pour la première fois de son histoire en 1917 par les Britanniques, à l'époque où Gaza a été géré par l'Empire ottoman, et l'Empire ottoman étant allié de l'Allemagne, la Turquie étant alliée de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, et la Grande-Bretagne avait, pour attaquer la Turquie, donc bombardé Gaza. La ville de Gaza, c'est aussi une ville importante dans les luttes historiques en Palestine, et notamment une des villes qui a été centrale dans les insurrections en 1929 et en 1936. Donc je disais que les Gaza et les autres villes de ce qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza sont des villes plurimillénaires. Cela dit, la bande de Gaza est récente. Elle a été créée en 1948. Elle a été créée au moment de la mise en place de l'État d'Israël, et c'est là qu'ont été concentrés 200 000 des 700 000 Palestiniens qui ont été expulsés de leurs terres au moment de la création d'Israël. La création d'Israël, elle a donc été effectuée dans un contexte colonial, à la fois à l'époque où la Palestine était sous mandat britannique. Elle a été votée par les États de l'ONU, mais les États de l'ONU à l'époque c'était 56 États, vu que c'était avant que les pays colonisés acquièrent leur indépendance. Et aussi, elle a été soutenue par les principales puissances impériales qui, chacune, défendaient leurs intérêts. La Grande-Bretagne, par exemple, à la fois par xénophobie et par antisémitisme, refusait d'accueillir les réfugiés juifs à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque la plupart des rescapés des camps ne souhaitaient pas retourner dans les pays qui les avaient persécutés et déportés, et beaucoup voulaient demander l'asile aux pays du monde anglo-saxon, donc la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie, qui tous trois, comme à d'autres époques, refusaient d'accueillir des réfugiés. Et aussi la Grande-Bretagne souhaitait le développement de l'État d'Israël pour avoir un État allié dans cette partie du monde riche en pétrole. Les États-Unis, concurrents
de la Grande-Bretagne étaient obligés de suivre, quand même ils étaient moins convaincus par le projet initialement. C'est essentiellement à partir des années 60-70 que les États-Unis sont devenus le principal allié d'Israël. La France a soutenu la création d'Israël essentiellement pour défendre son propre empire colonial. C'est notamment Vincent Auriol, donc le président de la République de l'époque, qui raconte dans son journal que l'argument qui l'a définitivement convaincu de voter pour la création d'Israël à l'Assemblée des Nations Unies, c'est le fait qu'une victoire des Palestiniens aurait été un encouragement à l'ensemble du monde arabe et notamment à l'Algérie. Et donc, dans la mesure où il y avait des liens entre les Algériens et les Palestiniens dans les luttes pour l'indépendance et contre le colonialisme, il fallait une défaite des Palestiniens pour espérer que la France garde son empire, notamment dans le monde arabe, contre les mouvements indépendantistes. Quant à l'URSS, puisque les États-Unis étaient alliés d'un certain nombre de monarchies arabes, avec des accords où il y avait des accords préférentiels pour l'accès au pétrole pour les États-Unis et qu'en échange il y avait une protection militaire des monarchies arabes par les États-Unis. Les États-Unis étant relativement précautionneux dans le soutien à Israël au début, quand même ils ont voté pour la reconnaissance d'Israël aux Nations Unies. L'URSS souhaitait, par opposition à ces monarchies donc, qui étaient contre la création d'Israël, ces monarchies arabes, l'URSS souhaitait développer des liens particuliers avec Israël, en le justifiant au nom du fait qu'un certain nombre des mouvements sionistes se revendiquaient du socialisme à l'époque et qu'il y aurait peut-être l'occasion de les intégrer au bloc de l'Est, etc. Ça, c'était essentiellement plus des arguments discursifs. Dans les faits, c'était essentiellement un intérêt géopolitique de concurrencer les États-Unis à cet endroit-là, en se disant que l'URSS, en plus, était moins gênée pour avoir un lien avec Israël que les États-Unis, qui, en même temps qu'un possible lien avec Israël, devaient en même temps ménager les monarchies arabes. L'URSS a très activement soutenu la mise en place de l'État d'Israël. Sans l'armement des milices sionistes via la Tchécoslovaquie, sur ordre de Staline, il n'y aurait pas eu de Nakba, il n'y aurait pas eu d'expulsion des Palestiniens en 1948. C'est donc dans ce contexte-là que 200 000 réfugiés ont été concentrés dans la bande de Gaza, donc créée en 1948, à côté des deux déserts, le Negev à l'est, le désert du Sinaï au sud, et donc la mer Méditerranée à l'ouest. C'est donc là qu'ont été créés des camps de réfugiés, et qu'a été créée donc l'UNRWA, qui est l'agence des Nations Unies qui gère les réfugiés palestiniens. Dès ce moment-là, il y avait l'idée d'un droit au retour à terme des réfugiés palestiniens. C'est la résolution 194 des Nations Unies. Et justement, du fait de ce droit au retour et de cette reconnaissance quand même d'une nation palestinienne qui a un droit au retour sur ses terres, c'est pour ça notamment que les réfugiés les réfugiés palestiniens, les services que leur sont rendus ne sont pas rendus par le HCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, mais par une agence spécifique, l'UNRWA, qui aujourd'hui reconnaît même le statut de réfugié et le droit au retour aux descendants des réfugiés palestiniens. Et l'UNRWA a un mandat qui à chaque fois est fréquemment reconduit par l'Assemblée des Nations Unies. C'est aussi pour ça qu'il y a de très longue date des campagnes de diffamation envers l'UNRWA par Israël, justement parce que tant que l'UNRWA existe, il y a une reconnaissance des réfugiés palestiniens, de leur statut et de leur droit au retour. À partir de 1948, en même temps que les camps de réfugiés et que les populations réfugiées étaient gérées par donc, cette agence des Nations Unies, la bande de Gaza était sous contrôle égyptien. Avec un lien donc, entre la population de la bande de Gaza et le nationalisme arabe à partir des années 50 et notamment de la prise de pouvoir de Nasser en 1952. C'est notamment du fait de cette opposition à Nasser, de sa nationalisation du pétrole, du développement d'une sorte de capitalisme d'État, donc à la fois la nationalisation des ressources, la nationalisation du canal de Suez, et dans le but que l'État puisse se développer et contrôler une part conséquente de l'économie, que Gaza a été plusieurs fois attaqué, notamment par la Grande-Bretagne, par la France, mettant une certaine pression sur Israël pour attaquer Gaza.
Le premier massacre commis par Israël, c'est en 1900. Le premier massacre commis par Israël à Gaza, c'est en 1956. C'est près de 300 morts, donc 275 civils, selon les notes dans les rapports de l'ONU de l'époque. Et c'est un fait qui a pendant été longtemps passé sous silence et qui a commencé à être un peu connu il y a 10-15 ans, notamment du fait de la bande dessinée de Joe Sacco. C'est dans ce contexte-là que se développe le mouvement national palestinien. À Gaza, qui est quand même une place forte du fait du port, du fait de la concentration de la population et du fait de la présence du nationalisme arabe. Le mouvement national palestinien, il se développe initialement dans un rapport ambivalent à l'Égypte. Parce que dans les années 50, donc le nationalisme arabe est très fort, et donc le fait de singulariser la nation palestinienne et de ne pas la situer à l'intérieur d'une nation arabe, c'est quelque chose de relativement exotique. Parler simplement d'indépendance de la Palestine, c'est très rare à l'époque. Et en même temps, c'est aussi à l'intérieur du nationalisme arabe que l'idée de libérer la Palestine se développe. Il y a notamment un conseil législatif palestinien qui existe depuis 1957. C'est pas exactement un conseil législatif parce qu'il n'écrit pas vraiment la loi. La loi en place à Gaza, c'est une transposition du droit égyptien. Et aussi, ces membres, pour la plupart, ne sont pas élus. Il y a seulement 40 membres. Le fait que le nombre soit pair, ça peut aussi rendre suspect du fait qu'il n'est pas forcément là pour prendre des décisions à la majorité. Il y a 40 membres, il y a 10 membres élus, il y a 10 Palestiniens nommés par l'Égypte, et il y a 20 membres qui sont des fonctionnaires égyptiens. Cependant, c'est quand même à l'intérieur de ces murs que commence à se développer, à la fois parmi soit les élus, soit les fonctionnaires, soit même les assistants ou les autres fonctionnaires qui ne siègent pas, etc. L'idée, à l'intérieur en fait, de ces notables, l'idée de développer un mouvement palestinien. Il y a des discours ambigus à ce moment-là, etc. Voire des gens qui outrepassent leurs fonctions officielles, et ça débat aussi de manière informelle, en fait. Aussi, le mouvement nationaliste arabe, donc le mouvement de Nasser, sa branche palestinienne n'est pas seulement le relais des discours de Nasser. La politique de Nasser, elle parle de la Palestine dans sa singularité à Gaza. En parallèle se crée le Fatah, donc en 1959, donc le mouvement créé par Yasser Arafat, qui à ce moment-là est au Koweït, qui a fait ses études en Égypte, et c'est un mouvement très minoritaire à l'époque, singulier dans la mesure où il est seulement nationaliste palestinien et il ne se situe pas à cette époque dans une nation arabe. Mais petit à petit, c'est un mouvement qui se développe. La branche armée du Fatah, qui s'appelle à l'époque Al-Asifa, la Tempête, mène ses premières opérations à Gaza. Et c'est à ce moment-là qu'est créé l'OLP. L'OLP de 1964, c'est pas l'OLP d'aujourd'hui. À l'époque, c'est une création de l'Égypte. Et c'est une manière pour l'Égypte de mettre sous cloche le militantisme palestinien, ou de tenter de le récupérer, ou de tenter de parler en son nom. C'est d'ailleurs un argument assez pernicieux que j'ai entendu récemment dans certains débats par des propagandistes israéliens pour dire qu'il n'y avait pas de nation palestinienne. C'était de dire, mais regardez, l'OLP, initialement, il parlait uniquement de Gaza, il ne parlait pas de la Cisjordanie, donc la Cisjordanie, ça ne fait pas partie de la Palestine, et d'ailleurs, la Cisjordanie, c'est un peu des Jordaniens, il n'y a pas de nation palestinienne, et la Palestine, ça n'existe pas vraiment. La preuve, l'OLP n'en parlait pas en 1964. C'est parce qu'en fait, l'OLP, à l'époque, n'était pas représentante du peuple palestinien, n'avait pas des Palestiniens des différentes villes et des différentes régions. C'était quasiment la courroie de transmission du pouvoir égyptien à Gaza. Donc de fait, ça ne parlait que de Gaza. C'est en 1967, notamment, qu'il y a eu un tournant. Quand Israël bat militairement les différents États arabes, notamment l'Égypte, et agrandit son territoire. Ils occupent le plateau du Golan en Syrie, ce qui est encore le cas jusqu'à aujourd'hui. Ils occupent le Sinaï en Égypte. Ce sera ensuite rétrocédé justement contre des accords de sécurité avec l'Égypte, qui ont encore une influence aujourd'hui. L'Égypte a des liens avec Israël et maintient la frontière de Gaza fermée, par exemple, encore aujourd'hui, du fait de ces accords-là. Et Israël donc, agrandit son territoire à ce moment-là en occupant Jérusalem, la Cisjordanie et Gaza. D'ailleurs, on parle souvent dans ce qu'on appelle la solution à deux États des frontières de 67. C'est pas des frontières, c'est les frontières. C'est la situation telle qu'elle a perduré jusqu'en 1967.
ce qui est revendiqué aujourd'hui par l'autorité palestinienne, donc Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza, ce sont les lignes d'armistice de 1949 qui ont tenu jusqu'en 1967. C'est ce qui est désigné quand on parle de manière un peu impropre de solution à deux États ou de frontières de 67. C'est les lignes d'armistice de 1949 qui ont tenu jusqu'en 67. Donc Jérusalem, la Cisjordanie et Gaza sont occupés et sont aussi colonisés, avec un transfert d'une partie de la population israélienne dans les territoires occupés. Il y a une sorte d'ironie assez tragique qui est que de 1948 à 1967, l'Égypte avait empêché les réfugiés palestiniens de construire en dur, de développer les camps de réfugiés, de construire des habitations, des maisons ou des immeubles, avec pour argument qu'il ne fallait pas pérenniser la situation et qu'il fallait revendiquer le droit au retour, ce qui était évidemment une manière de mettre la pression sur Israël. Et donc des terres sont restées inoccupées, et ce sont ces terres-là qui ont constitué jusqu'à 40% de la bande de Gaza au plus fort de la colonisation de Gaza, qui ont été occupées par les 2 à 4% de colons israéliens présents dans la population de la bande de Gaza. Aussi les répercussions de cette défaite des États arabes, ce sont aussi les différentes conséquences de l'affaiblissement du nationalisme arabe. Et c'est dans ce contexte que donc l'idée d'une indépendance palestinienne se développe, puisque les États arabes, y compris alliés entre eux, n'ont pas réussi à défaire Israël, puisque la Palestine est occupée et colonisée. L'OLP, par exemple, va petit à petit prendre son indépendance via l'Égypte et devenir la fédération des organisations politiques et armées palestiniennes. Aussi, par exemple, le mouvement nationaliste arabe à Gaza va devenir le Front populaire de libération de la Palestine, qui est donc le FPLP, tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est, pour le dire vite, la principale organisation de gauche radicale en Palestine, qui est aussi liée à des mouvements syndicaux, notamment chez les pêcheurs et chez les paysans, donc le WAC, et à des mouvements de femmes notamment, ou des réseaux de coopératives, etc. Donc c'est une organisation qui est initialement issue du nationalisme arabe nassérien et qui a pris son indépendance suite à 1967. C'est aussi dans le contexte qui fait suite à cette défaite que vont se développer des mouvements palestiniens défendant la libération de la Palestine aussi à l'étranger, et notamment qui entraîne Septembre Noir, donc l'écrasement des combattants palestiniens par la monarchie jordanienne donc en Jordanie en 1970. Et c'est suite à ça notamment que les combattants palestiniens vont passer de Jordanie au Liban, ce qui enclenchera aussi les différentes guerres du Liban à partir de la fin des années 70, et notamment à partir de 82-83. C'est contre cette invasion du Liban pour chasser les combattants palestiniens que se créera notamment le Hezbollah au Liban au milieu des années 80. Les organisations palestiniennes dans le courant des années 70 sont essentiellement des organisations donc, nationalistes palestiniennes, marxistes pour un certain nombre d'entre elles. Et en parallèle se développent progressivement les frères musulmans, donc confrérie initialement égyptienne, qui ensuite a un certain nombre de ramifications dans les pays arabes, aussi en Jordanie, en Syrie notamment, et donc en Palestine et notamment à Gaza. Pendant longtemps, notamment dans les années 70-80, les frères musulmans ne sont pas une organisation combattante. C'est Ahmed Yassine, à l'époque, le chef des frères musulmans à Gaza, a un discours qui tient en une phrase, qui est de dire que c'est parce qu'ils ne sont pas assez pieux et assez religieux que les Palestiniens n'ont pas été aidés par Dieu et que par conséquent ils n'ont pas pu libérer la Palestine. C'est un discours qui est assez proche de certains mouvements bouddhiques, par exemple, qui tenaient peu ou prou le même discours au Vietnam à propos de la lutte contre la France, par exemple. Et dans les deux cas, que ce soit au Vietnam ou à Gaza, ces mouvements sont relativement tolérés par le pouvoir colonial,
tant qu'ils se bornent à chercher par un réseau d'associations, notamment d'écoles, à renforcer leur influence et non pas à combattre contre l'occupation. Les frères musulmans, la seule action armée qu'ils mènent à ce moment-là, c'est contre des collaborateurs palestiniens. Yahya Sinwar, par exemple, ensuite, dans les années 80, sera chargé par Shir Yassin de pourchasser les collaborateurs palestiniens. Mais il ne tuera ou il ne fera tuer que des Palestiniens et pas des Israéliens. Donc pendant que l'OLP, le Fatah, le FPLP sont pourchassés, combattus, arrêtés et réprimés par Israël, les frères musulmans, dans un premier temps, ne le sont pas. Il y a cependant des débats importants, notamment à l'intérieur de la jeunesse des frères musulmans, sur l'opportunité ou non de se lancer la lutte active et armée contre l'occupation. Et c'est ce qui donne, notamment du fait de l'influence de la révolution iranienne, du développement d'un certain islamisme à la fois gouvernemental et combattant, quand bien même l'Iran est un pays chiite, mais la Palestine est dans une situation assez particulière, parce que quand même c'est un pays sunnite, c'est quand même avant tout le nationalisme qui prédomine, donc aussi les alliances géopolitiques, au-delà des questions confessionnelles. Et donc ces débats-là, dans un premier temps, ne sont pas tranchés au sein des frères musulmans, mais ils entraînent une scission. En 1981, notamment des jeunes des frères musulmans qui, pour beaucoup, ont suivi de manière assez précise ce qui s'est passé en Iran et ont étudié en Égypte, décident de fonder donc, le mouvement du djihad islamique palestinien, qui est aujourd'hui ce qui est désigné comme le djihad islamique à Gaza notamment, qui est une organisation assez particulière parce que, malgré un nom qui est difficilement prononçable en France, sans être entouré d'un haro de suspicion, c'est une organisation qui se présente comme synthésiste, dans l'idée de faire une sorte de synthèse de toutes les influences du monde arabe et musulman. C'est une organisation qui, un certain nombre de fois, sert aussi d'intermédiaire entre les différentes forces politiques palestiniennes, parce qu'en réalité, c'est une organisation qui n'a pas tellement de programme politique. C'est une organisation qui a pour seul but le combat contre l'occupation. Et à la fois dans leur discours contre l'occupation israélienne, il y a une sorte de discours sur le mode plus radical que nous tu meurs, nous sommes ceux qui défendons le combat contre Israël partout, tout le temps, au-delà de la négociation, etc. Et en même temps, c'est une organisation qui dit qu'il faut s'entendre avec toutes les forces palestiniennes, qu'il faut servir d'intermédiaire, qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de division interpalestinienne, etc. Du fait du développement de cette organisation et du fait du lancement de la première intifada, notamment le 8 décembre 1987, c'est à ce moment-là que ça commence, quand un camion israélien à Gaza fonce dans une voiture, tue 4 passagers, et qu'à ce moment-là se répand la rumeur que ça aurait peut-être été volontaire, et que le conducteur serait peut-être de la famille de colons israéliens qui ont été poignardés les jours précédents. Finalement, c'est une rumeur, il n'y a absolument aucun élément allant dans ce sens-là, mais la rumeur se répand. Le lendemain, au moment de l'enterrement, la foule affronte l'armée israélienne avec des pierres et des cocktails Molotov. Il y a des manifestations dans la ville de Gaza, notamment des jeunes qui partent des universités dans les jours suivants, et c'est là que se lance la première intifada. Gaza est une des places extrêmement fortes de cette première intifada, avec un commandement national unifié qui regroupe l'ensemble des forces politiques, des syndicats, des organisations de jeunesse, des organisations de femmes. Et les frères musulmans, à ce moment-là, sont extrêmement décriés. Des notables et des leaders des frères musulmans sont chassés par la foule lors des enterrements des jeunes qui se font tuer dans les manifs, par une foule qui leur dit « mais vous appelez pas au combat, vous n'êtes pas dans le mouvement, et vous, les notables, vous vous montrez quand même aux enterrements ». Et c'est dans ce contexte-là qu'est créé le Hamas. La date officielle de création du Hamas, c'est 1987, parce que le mouvement cherche à faire coïncider sa création avec les premiers jours de l'intifada. Évidemment, dans les faits, il est créé quelques mois après. Il est créé par des Palestiniens membres des frères musulmans, et ça met plusieurs mois avant que les frères musulmans reconnaissent le Hamas comme leur branche palestinienne.
et du peu de sources qu'on a, parce qu'une partie de ces débats ne sont pas publics, ces débats semblent être âpres, et la totalité des frères musulmans n'est pas d'accord pour considérer le Hamas comme sa branche palestinienne au début, n'est pas forcément d'accord pour s'engager dans le combat plutôt que de simplement renforcer son réseau. Enfin, voilà. Mais donc c'est dans ce contexte-là, avec une volonté de récupérer l'intifada, qui est créé le Hamas en 1988. Israël, comme souvent, laisse pourrir la situation. Il y a une volonté à la fois il y a une répression intense de la première intifada, avec des arrestations massives, avec le fait de tirer sur les manifestants, etc. Et en même temps, il y a des appels à des négociations avec l'idée de les faire durer le plus longtemps possible, en attendant que le mouvement s'essouffle et s'affaiblisse. Aussi en décidant de négocier avec la partie de l'OLP affaiblie, celle qui a été défaite en Jordanie puis au Liban, notamment Yasser Arafat et son entourage, qui à ce moment-là sont à Tunis, qui n'est pas exactement une position de force pour négocier quand on est aussi loin de l'endroit où se joue la lutte. Et c'est dans ce contexte-là, d'une négociation qui dure des années, d'une répression intense du mouvement, une négociation avec une direction affaiblie, que donc sont signés les accords d'Oslo en 1993. L'OLP reconnaît Israël. Israël ne reconnaît pas la Palestine, Israël reconnaît seulement l'OLP comme interlocuteur. Il y a une sorte de storytelling en Occident qui est de dire que il y avait les modérés, et à ce moment-là, donc Rabin et Arafat, qui négociaient pour une solution à deux États, mais que les extrémistes des deux bords, donc d'un côté l'extrême gauche palestinienne et les islamistes, le djihad islamique et le Hamas, ont mené des attentats pour torpiller la solution à deux États. Et que d'autre côté, l'extrême droite, Netanyahou inclus, organisait des manifestations qui ont abouti à l'assassinat de Rabin, et que c'est ce qui a empêché la solution à deux États. Il y a une part de vérité là-dedans. Les faits que j'ai cités là sont vrais, mais ils n'expliquent pas tout. Le discours sur Rabin, grand pacifiste, peut quand même être d'abord remis en cause. Il y a quand même tout un fantasme sur les faucons devenus colombes qui, souvent, je pense, empêchent de comprendre précisément ce qui se passe et les stratégies qui sont à l'œuvre. Yitzhak Rabin, en tant que militaire, a été un des instigateurs du massacre de Deir Yassin en 1948. En 1973, c'est lui qui insiste pour que Gaza soit bombardée au moment de la guerre. C'est lui qui disait qu'il rêvait de voir Gaza sombrer dans la Méditerranée. Il se dit que pour envoyer chier ses collaborateurs, il leur disait « va à Gaza ». Et au moment où il signe les accords d'Oslo, il s'en justifie devant la Knesset, le Parlement israélien, en insistant bien sur le fait qu'Israël aura une copie de l'état civil palestinien, continuera à contrôler les côtes de Gaza, à avoir un contrôle sur les frontières, pourra survoler le territoire palestinien, qu'il s'agit de mettre en place des institutions palestiniennes pour le bien de la population et pour gérer les territoires, parce qu'Israël ne pourra pas les gérer ad vitam aeternam, et que les Palestiniens appelleront ça un État s'ils le souhaitent. On peut aussi dire que le discours disant c'est la droite revenue au pouvoir qui a saboté la solution à deux États en colonisant et en continuant à envahir des territoires dans les années 90-2000, il doit quand même être nuancé dans la mesure où des colonies continuent d'être construites et d'être reconnues par l'État entre le moment de la signature des accords d'Oslo et l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Donc à la fois, évidemment, son assassinat a eu un effet, il a eu des conséquences. Toutes les politiques ne sont pas identiques et ne se valent pas, mais la mise en place de l'autorité palestinienne est beaucoup plus une forme de délégation de la gestion des territoires à une administration autochtone que les prémices d'une indépendance. Aussi, l'autorité palestinienne se résume
essentiellement à une administration et une police. Les territoires de l'autorité palestinienne disposent, à partir de la fin des années 90, et c'est allé croissant jusqu'à aujourd'hui, d'un taux d'encadrement policier de la population qui est un des plus élevés du monde. Ce à quoi s'ajoute l'occupation militaire israélienne. La prison de Gaza, à ce moment-là, passe, au début des années 90, après les accords d'Oslo, passe des mains d'Israël à ceux de l'autorité palestinienne, et des flics palestiniens, anciens combattants du Fatah, utilisent sur des membres du FPLP ou du Hamas des techniques de torture qu'eux-mêmes ont subies dans ces mêmes murs par l'armée israélienne. Des procès se tiennent la nuit pour juger et condamner les opposants aux accords d'Oslo dans les nouveaux tribunaux de l'autorité palestinienne. C'est quand même dans ce contexte-là que se met en place et se développe l'autorité palestinienne peu après la signature des accords d'Oslo. Et au moment de la deuxième intifada, au début des années 2000, c'est à ce moment-là qu'augmente considérablement le budget de l'autorité palestinienne. Et j'en parle parce que c'est parallèlement à ce moment-là qu'il a été absolument clair qu'il n'y aurait pas d'État palestinien aux côtés d'Israël. Et donc il y a quelque chose qui peut être contre-intuitif, que les institutions qui nous sont présentées comme les prémices d'une indépendance soient particulièrement renforcées au moment où il est absolument clair qu'il n'y aura pas d'indépendance. Et ça doit nous pousser à nous interroger sur leur vocation réelle. Il y a des penseurs palestiniens, comme par exemple Bassel al-Arrach, qui est donc un penseur plutôt marxiste, palestinien, qui a été tué par Israël en 2017, qui, lui, n'hésitait pas à comparer les fonctionnaires de l'autorité palestinienne aux 150 000 harkis algériens qui travaillaient pour la France, en rappelant que dans chaque contexte colonial, les puissances occupantes sont obligées de s'appuyer sur une minorité de la population locale pour que l'occupation ne coûte pas trop cher, à la fois en vie humaine du point de vue de l'occupant, et aussi ne coûte pas trop cher économiquement dans la gestion des services. C'est dans ce contexte-là, et notamment du fait de la révélation d'un certain nombre de scandales de corruption, comment des élections législatives en 2006, le Hamas arrive comme première force, autant à Gaza qu'en Cisjordanie. Je précise qu'on a souvent une vision un peu exotique de Gaza, en disant les Palestiniens de Cisjordanie ça va, mais quand même ceux de Gaza, les scores sont à peu près les mêmes entre le nord de la Cisjordanie par exemple et ceux de Gaza. Les résultats des élections sont présentés comme authentiques, notamment par les observateurs européens, dont des députés français par exemple, qui ont vérifié qu'il n'y avait pas de fraude, et en même temps l'Union européenne ne reconnaît pas le résultat des élections. Elle soutient même un coup d'État en Cisjordanie, mené par une partie du Fatah et d'anciens hauts fonctionnaires, des Palestiniens qui ont travaillé notamment au sein du FMI ou de l'OMC. C'est dans ce contexte-là que donc le Hamas prend le pouvoir par la force et par les armes à Gaza en 2006, et que la Palestine est donc au bord de la guerre civile, et que le Hamas à ce moment-là arrête des membres du Fatah, que l'autorité palestinienne en Cisjordanie met en place son propre gouvernement, arrête des membres du Hamas par exemple. Et c'est suite à ça, suite à la prise de pouvoir par le Hamas à Gaza, qu'Israël instaure un blocus en 2007. Qu'Israël instaure ou renforce un blocus. Parce que ça ne s'est pas fait en un jour. Dans les années 70-80, par exemple, il y avait beaucoup de Palestiniens qui allaient travailler en Israël, avec l'idée, du point de vue israélien, que rendre les Palestiniens dépendants d'un salaire liés notamment à des contrats journaliers ou hebdomadaires sur des chantiers en Israël, c'est quelque chose qui allait les rendre dépendants, qui allait peut-être faire baisser la conscience nationale palestinienne ou rendre plus difficile les possibilités de lutte, justement du fait de la menace d'un bouclage. À partir de la première intifada, la présence palestinienne elle est plus vue comme une opportunité pour faire baisser la conscience nationale, mais elle est vue comme une menace. Et c'est notamment dans les accords d'Oslo qu'est inscrite l'obligation d'avoir un permis de travail, une autorisation pour des Palestiniens de Gaza d'aller en Israël.
C'est à la fin des années 80 et de manière continue dans les années 90 que les bouclages de la bande de Gaza sont de plus en plus fréquents. Et en 2007, c'est quelque chose qui est entériné avec le blocus et l'isolement de Gaza par Israël et par l'Égypte, notamment du fait des accords à la fois territoriaux et aussi en énergie, notamment l'Égypte dépend énormément du gaz israélien pour l'énergie, et c'est de ce fait que, donc, à l'époque, Moubarak, le dictateur égyptien, boucle la bande de Gaza. Cet isolement, il est aussi prolongé par des opérations militaires et des massacres israéliens, par la destruction des centrales de production d'électricité, par la destruction de l'aéroport qui existait à Rafah, par exemple, par un blocus terrestre et maritime, par le fait de bombarder, parfois simplement de pesticides, les terres agricoles des Palestiniens, par le fait d'attaquer les pêcheurs palestiniens dans les eaux territoriales palestiniennes, dans le fait d'être à l'initiative d'incursions pour arracher les oliviers qui sont près des frontières avec Israël. Ça, c'est dans les périodes calmes. Et dans les périodes plus fortes, plus intenses, il y a un prolongement direct avec une intensité plus forte, avec notamment des salves de bombardement, d'invasion et de destruction. La première grande campagne militaire de destruction de la bande de Gaza, elle a lieu à l'hiver 2008-2009 par l'opération Plomb Durci. À ce moment-là, Israël utilise une technique et une doctrine militaire qui a été développée les années précédentes, qui s'appelle la doctrine Dayeh. Dayeh, c'est un quartier dans la banlieue de Beyrouth, qui est un des fiefs du Hezbollah. Et c'est là qu'Israël a mis en place la stratégie visant à cibler les infrastructures civiles, à couper l'énergie, à empêcher toutes les institutions de fonctionner et à infliger des dommages disproportionnés, y compris en n'opérant plus de distinction entre les civils et les militaires. C'est quelque chose qui a été développé, qui a été théorisé, notamment dans les universités israéliennes. Notamment dans les universités israéliennes qui ont des partenariats avec les universités françaises ou avec Sciences Po Paris, par exemple. Et donc ces opérations-là, elles sont répétées à l'automne 2012, à l'été 2014, où il y a 2000 morts, par exemple. Et c'est dans ce contexte-là que, progressivement, le Hamas va changer de stratégie, ne se cantonnant plus à des opérations militaires. Le Hamas arrête les attentats suicides au milieu des années 2000, par exemple, et lance beaucoup moins de roquettes depuis le milieu des années 2010. Le Hamas va même appuyer ce qu'on a appelé les marches du retour, donc qui sont les manifestations civiles et non violentes, donc à l'est de la bande de Gaza, donc juste près des bordures avec Israël, demandant un retour dans les villes et les villages d'origine des Palestiniens, et demandant une levée du blocus. Ces manifs-là se sont développés progressivement, d'abord par des gens qui n'étaient pas membres du Hamas. En 2010-2011, il y a d'ailleurs eu dans le sillage du printemps arabe, un mouvement civil de la jeunesse palestinienne contre l'occupation israélienne et contre la corruption et l'autoritarisme de ses dirigeants. Un mouvement qui a eu lieu à la fois en Cisjordanie et à Gaza, qui prenait exemple sur les oppositions civiles en Égypte ou en Syrie, par exemple. Et assez ironiquement, ces jeunes-là ont été arrêtés et torturés par les polices palestiniennes, l'autorité palestinienne leur faisant avouer sous la torture qu'ils étaient payés par le Hamas, et la police du Hamas à Gaza leur faisant avouer sous la torture qu'ils étaient payés par l'Égypte et par l'autorité palestinienne. Et c'est un certain nombre de ces jeunes-là, par exemple, qui sont, suite à ça, dans les années suivantes, de nouveau à l'initiative d'un certain nombre des manifestations à Gaza, de réunions publiques, et y compris des marches du retour. D'abord, le Hamas, à ce moment-là, ne voit pas ça d'un très bon œil, avec comme raison officielle le fait que ça risque d'occasionner un nombre important de morts et de blessés, avec comme raison officieuse que le Hamas ne souhaite pas un mouvement civil qu'il ne contrôle pas. Ces manifestations-là continuant, le Hamas ne pouvant pas assumer de réprimer massivement la population civile
notamment quand elle manifeste pour s'opposer à Israël, décide ensuite d'accompagner, de soutenir et d'organiser ces manifestations-là à partir de 2018. Ces manifestations-là sont vraiment massives. Il y a des dizaines de milliers de personnes au minimum chaque semaine. Et chaque semaine, les snipers tirent sur les Palestiniens. Il y a plus de 200 morts, il y a des dizaines de milliers de blessés, y compris un nombre important d'amputés parce que les snipers tirent dans les jambes et dans les genoux. Et progressivement, ce mouvement-là va obtenir quasiment pendant 10 ans un allègement du blocus. À partir de 2017 jusqu'à 2023, pendant 6 ans. Le Hamas, à ce moment-là, de manière assez volontariste, soutient le développement de l'agriculture, notamment dans les zones à l'est de la bande de Gaza, dont Israël souhaiterait faire un no man's land. Développe aussi les infrastructures et les services publics avec les financements du Qatar et de la Turquie, qu'Israël laisse passer en échange d'une relative accalmie. Le Hamas ne tire plus de roquettes sur Israël et met même la pression au djihad islamique pour que le djihad islamique n'en tire plus. Alors qu'avant, jusqu'en 2017-2018, il y avait une sorte de deal tacite entre le Hamas et le djihad islamique, où le Hamas laissait le djihad islamique mener des opérations contre Israël, notamment le lancement de roquettes, et en échange, le djihad islamique ne menait pas de campagne civile, n'organisait pas de manifestations dans la rue, ne cherchait pas à convaincre les gens et à être une force concurrente du Hamas. La situation a évidemment changé depuis le 7 octobre 2023. Peu avant, le Hamas commençait à faire l'objet de critiques parmi la population de Gaza, qui leur reprochait de ne pas avoir réussi à obtenir la levée totale du blocus, de ne plus mener de campagne pour la libération des prisonniers palestiniens. Et l'opération du 7 octobre s'inscrit aussi dans un oubli international de la cause palestinienne. Les années précédentes, Israël développait ses liens avec un certain nombre de pays arabes, avait été reconnu ou était en passe de l'être, par exemple par le Soudan et l'Arabie Saoudite, par des pays arabes qui jusqu'alors n'avaient pas de relations diplomatiques officielles avec Israël. Et la cause palestinienne commençait à être oubliée pendant que la colonisation s'intensifiait en Cisjordanie. Les buts initiaux de l'opération du 7 octobre, ils étaient essentiellement militaires sur le papier. Ils consistaient à rompre la barrière de sécurité et l'enfermement de la bande de Gaza, à attaquer les commissariats et les bases militaires israéliennes du sud d'Israël, donc ce qu'on appelle la ceinture de sécurité, les bases militaires qui sont là pour maintenir le blocus de Gaza, et à prendre des otages dans le but de faire libérer les prisonniers palestiniens. Les prisonniers palestiniens détenus par Israël, qui aujourd'hui sont 10 800, dont un tiers sous le régime de la détention administrative, donc une simple reconduction tous les 6 mois de la détention, sans inculpation, sans procès, sans même savoir de quoi on est accusé. L'opération du 7 octobre, elle n'a pas ressemblé exactement à ce que je décrivais là, comme une opération strictement militaire contre des objectifs militaires. L'opération a été initiée par le Hamas, en concertation avec toutes les autres branches armées des partis politiques palestiniens, et dans les faits, suivie à la fois par des civils palestiniens et même par des groupes mafieux palestiniens qui ont fait partie de ceux qui ont pris des otages pour ensuite les revendre aux branches armées des partis palestiniens. Il y a eu aussi l'attaque de la Free Party, dont les membres de Hamas ont appris l'existence même le 7 octobre, avec à ce moment-là un déchaînement de violence, un encerclement de cette fête pendant une journée, dans le but de faire le maximum de morts et de victimes. Selon le Washington Post, qui a révélé les communications de Yahya Sinwar, le chef du Hamas, qui ont été interceptées par la CIA, lui-même aura été horrifié du ciblage de civils, et notamment de femmes et de personnes âgées, avec des messages disant en quelque sorte que sont devenus nos jeunes et qu'est-ce que l'occupation et la vie à Gaza a fait d'eux.
Cela dit, des membres du Hamas minoritaires, au moment de l'élection de Sinwar, donc qui est l'ancien chef de la branche armée du Hamas, qui avait été libéré en 2010 au moment de l'échange entre des prisonniers palestiniens et le soldat israélien Gilad Shalit, qui avait été pris en otage par le Hamas. Donc il y avait un nombre conséquent de prisonniers palestiniens qui avaient été libérés. Et Israël s'était promis de ne pas libérer des Palestiniens qui avaient du sang israélien sur les mains. Et comme je le disais tout à l'heure, Sinwar avait été arrêté à une époque où les frères musulmans de Gaza ne tuaient que des collaborateurs palestiniens mais ne luttaient pas contre Israël. Donc Sinwar avait seulement le sang d'autres Palestiniens accusés de collaboration avec Israël sur les mains, et c'est dans ce cadre-là qu'il avait pu être libéré en 2010. Il a été élu quelques années plus tard à la tête du Hamas, alors qu'avant il était uniquement à la tête de la branche armée, et il y avait eu des discussions au sein du Hamas à cette époque-là, et notamment un opposant qui s'appelle Ahmed Youssef, qui est le chef d'un think tank qui s'appelle la Maison de la Sagesse, qui est une tendance minoritaire au sein du Hamas, visant à plus d'unité entre les partis palestiniens, à une plus grande campagne diplomatique. Ahmed Youssef, c'est quelqu'un qui a étudié et travaillé pendant longtemps aux États-Unis, donc qui connaît les sociétés occidentales et qui souhaite s'adresser aux opinions publiques occidentales. Et lui, par exemple, s'était opposé à la nomination de Yahya Sinwar à la tête du Hamas, en disant qu'avoir un ancien chef de la branche militaire au pouvoir pouvait être interprété comme une volonté de mener des campagnes militaires partant de Gaza contre Israël, et que la population de Gaza en paierait le prix. Au lendemain du 7 octobre, il y a des débats au sein du Hamas où Ahmed Youssef, par exemple, propose que le Hamas relâche tous les otages civils à ce moment-là pour pouvoir mettre une pression sur Israël et en disant que ça pourrait peut-être aider les civils des autres pays à mener dès le 8 octobre des campagnes de manifestation de soutien à la population de Gaza, et que la cause serait plus populaire que si le Hamas détient des otages civils. Comme on le sait, il ne sera pas écouté. Cela dit, Yahya Sinwar, dès ce moment-là, propose de relâcher la totalité des otages contre la libération de la totalité des prisonniers politiques, donc de la totalité des prisonniers palestiniens détenus par Israël. On a constaté que ce n'est pas ce qu'a fait Israël, et qu'à ce moment-là, Israël s'est saisi de l'occasion pour mettre en place une campagne de destruction totale de la bande de Gaza, pendant qu'en parallèle se mène une campagne d'annexion de la Cisjordanie. Dès le 7 octobre, en Cisjordanie, des colons mènent des razzias et des attaques contre les civils de Cisjordanie. Des champs et des maisons sont brûlés, des arbres sont déracinés. Ça a de nouveau eu lieu cette semaine, avec des milliers d'oliviers déracinés et des paysans attaqués, molestés ces derniers jours. Et on observe depuis 1 an et demi une annexion de la Cisjordanie par Israël et une intensification de la colonisation. À Gaza, aujourd'hui, c'est 98% des terres qui sont détruites, 80% des bâtiments qui sont détruits, et une famine organisée ces derniers mois, en même temps que les déplacements des populations. J'étais allé à Gaza donc, pendant 3 mois, moi, en 2013, c'était juste après la révolution égyptienne, donc le moment où la frontière avait été entrouverte. J'avais pu y rester 3 mois. Ce qui m'avait marqué quand j'y étais, c'était quand même la surpopulation. À une époque où les Palestiniens avaient accès à la quasi-totalité de la bande de Gaza. Aujourd'hui, ils ont accès à 25% de la bande de Gaza. Les Palestiniens sont vraiment les uns sur les autres. Il y a 1 million de personnes à l'ouest de la ville de Gaza sur environ 30 km², et il y a autant de personnes au sud de la bande de Gaza à Rafah, dans des tentes, sur environ aussi 30 km². Dans des tentes, par exemple, qui ont été distribuées il y a 1 an et demi par les ONG et par l'ONU, et qui aujourd'hui, pour beaucoup, sont usées, sont percées, et Israël empêche même la livraison de nouvelles tentes.
alors que l'automne arrive avec évidemment le vent et les pluies qui vont avec et un certain nombre de ces tentes qui sont trouées. Israël a aussi, dès les premiers jours, bombardé la seule centrale électrique palestinienne. Donc les seuls endroits qui ont accès à l'électricité sont les hôpitaux, qui aussi sont parfois bombardés. C'est une des raisons, entre autres, qui explique le nombre élevé de journalistes, parce que les journalistes travaillent beaucoup dans les hôpitaux, pour deux raisons. À la fois parce que c'est le seul endroit où il y a accès à Internet et à l'électricité, et la deuxième raison, c'est que c'est le principal endroit, surtout sur un territoire où il n'y a plus de moyens de télécommunication, d'avoir accès aux informations et de savoir combien il y a de personnes décédées, combien il y a de blessés, de rencontrer les gens qui arrivent à l'hôpital qui peuvent raconter les bombardements, etc. Donc il y a des tentes de journalistes devant les hôpitaux, et ce sont notamment ces tentes-là qui sont bombardées. Aussi, les hôpitaux le sont parfois en tant que tels, comme lundi dernier, l'hôpital Al-Nasser. Il y a parfois des incursions militaires dans les hôpitaux, avec parfois des exécutions même des patients, avec parfois des exécutions ou des arrestations des soignants ou des administrateurs de l'hôpital, avec toujours pour prétexte que, puisque c'est le Hamas qui gouverne la bande de Gaza, puisqu'il y a des administrations liées à la bande de Gaza, alors chaque fonctionnaire est un terroriste du Hamas en puissance. On voit qu'Israël aussi, lui aussi, capture des otages. Il y a eu plus de 3000 arrestations ou kidnappings depuis le 7 octobre 2023, très majoritairement des civils, qui sont détenus en dehors de toute procédure légale dans le camp de concentration de Sde-Eman, au sud d'Israël, où il y a un certain nombre de cas de viols et de tortures qui sont rapportés. Et il est assumé dans les discours ministériels israéliens que ces personnes sont arrêtées pour les échanger. Dans la mesure où le Hamas voulait faire libérer la totalité des prisonniers palestiniens, et notamment les leaders de la cause palestinienne et les leaders des organisations politiques, Israël pourra toujours négocier de libérer essentiellement des civils et des milliers de personnes arrêtées depuis le kidnapping des otages. En parallèle, Israël organise la famine à Gaza. Il y avait 400 points de distribution alimentaire jusqu'à il y a 6 mois. Maintenant, selon les jours, il y en a 2 ou 4. Gérés uniquement par la Fondation humanitaire de Gaza, comme elle est nommée, qui est une société de mercenaires américains avec des dirigeants américains et israéliens. Les distributions alimentaires n'ont lieu que dans les endroits où Israël veut concentrer les Palestiniens, notamment au sud de la bande de Gaza, à côté de la frontière avec l'Égypte, à côté de la frontière, ce qui évidemment ne veut pas rien dire, de la part d'un État qui assume depuis des mois souhaiter l'expulsion des Palestiniens et qui a commencé à négocier, qui a tenté de le faire avec l'Égypte, l'Égypte a refusé, donc qui a tenté de négocier avec d'autres États, donc ceux situés au sud de l'Égypte, donc les États d'Afrique de l'Est, notamment le Sud-Soudan, la Somalie et l'Éthiopie, pour accueillir les Palestiniens de Gaza qui seraient déportés par Israël. Ça a été rapporté par les journaux américains, notamment le chef du Mossad est allé plusieurs fois à Washington pour négocier avec l'administration de Trump à ce sujet. Et donc les distributions alimentaires ont essentiellement lieu au sud de la bande de Gaza, dans ces centres-là, et à la fois les mercenaires américains et les soldats israéliens tirent très très fréquemment, de manière quasiment quotidienne, sur la foule. Il y a plusieurs dizaines de morts par jour, on en est à 2000 uniquement sur les zones de distribution alimentaire. Les Palestiniens qui se rendent aux distributions alimentaires ne sont même pas sûrs d'avoir accès à la nourriture. Il y a quand même 2 millions de Palestiniens. S'il y a 2 points de distribution, il n'y a pas 1 million de personnes qui sont dans la file d'attente. Voilà. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se joue à des détails et à la lutte du plus fort. Et parallèlement, les convois humanitaires sont fréquemment attaqués. Ils ont été notamment attaqués depuis 1 an par un gang mafieux palestinien qui est celui de Yasser Abou Shabab. Yasser Abou Shabab, c'est quelqu'un qui était en prison pour trafic de drogue
à Gaza et qui s'est évadé quand la prison de Gaza a été bombardée par Israël. Il a ensuite reconstitué son gang ou sa mafia, et à chaque fois que le Hamas a cherché à s'organiser, soit en envoyant ses militants avec des matraques pour protéger le convoi humanitaire, soit en s'organisant avec des clans familiaux qui viennent avec leurs armes protéger le convoi humanitaire, à chaque fois l'armée israélienne a bombardé les troupes qui protégeaient le convoi humanitaire et a laissé le gang reprendre le contrôle des convois humanitaires pour ensuite revendre la nourriture au marché noir, pour ensuite acheter des armes pour fortifier son gang avec cet argent-là. C'est un business plan assez particulier, celui de piller les convois humanitaires, mais c'est celui qui a eu lieu ces derniers mois à Gaza. Le gang de Yasser Abou Sheba va maintenant créer ce qu'ils appellent une force anti-Hamas à Gaza, et qui est celle qui a été présentée par Netanyahou aux journalistes de Fox News comme les Palestiniens qui détestent le Hamas et qui demandent à Israël d'intervenir. Et c'est ce qui sert maintenant d'argument à Netanyahou pour dire « mais regardez, on ne combat pas les Palestiniens sont avec nous et nous demandent d'intervenir ». J'en parlais avec un ami que j'avais rencontré à Gaza il y a 12 ans, qui lui me disait que, évidemment maintenant, à part les gens de la famille de Yasser Abou Shahab et ces hommes de main, donc d'autres anciens dealers ou des gens qui faisaient des faux papiers ou des vendeurs d'armes, évidemment plus personne le soutient dans la bande de Gaza. Et lui me disait que dans quelques mois, il sera probablement lui aussi, Yasser Abou Shahab, tué par Israël quand Israël n'en aura plus besoin. Le Hamas en tant que tel est beaucoup moins présent maintenant dans les rues et les camps de Gaza, ou du moins beaucoup moins présent publiquement. Sa branche militaire est à peu près préservée, même si pour s'armer et pour en bénéficier de financement, c'est beaucoup plus compliqué quand on est assiégé. Cela dit, en termes de membres, ils se sont renouvelés, évidemment. Le fait d'avoir toute sa famille qui est tuée, ça n'encourage pas à devenir pacifiste quand on vit à Gaza. Donc il recrute évidemment un certain nombre de jeunes. Il avait 30 000 membres au début de la guerre le 7 octobre, et il en a probablement au moins autant aujourd'hui. Aussi, il est plus difficile de s'approvisionner en armes pour le Hamas. Cela dit, il est passé maître dans le recyclage d'explosifs israéliens qui n'ont pas explosé. C'est-à-dire que quand une bombe n'explose pas, ce qui peut arriver, il y a des démineurs du Hamas qui sont chargés, dans un premier temps de la déminer, dans un second temps de réutiliser les matériaux. La vie quotidienne civile, sinon, à Gaza, elle est vraiment marquée, à ce que j'en comprends, à ce que m'en disent des gens que j'avais rencontrés sur place là-bas. Un certain nombre d'entre eux sont maintenant réfugiés, soit en Europe, soit dans d'autres pays du monde arabe. Mais pour ceux qui y sont encore, ils m'expliquent, ceux avec qui je converse encore parfois, que la vie quotidienne elle est marquée par l'effondrement des services publics, des administrations, des banques aussi. Et puisque chaque guerre a ses profiteurs de guerre, par exemple, les gens qui travaillent encore, ils ne peuvent plus avoir accès à leur argent, vu que les banques ont été physiquement détruites. Donc leur salaire leur est versé soit auprès d'un bureau de change, soit auprès de commerçants, qui prennent une commission de 40 à 50%. Les prix ont été, selon les produits, multipliés par 10 et par 100. J'ai quelques prix là, par exemple. Donc 12 œufs, ça valait 3 $ en 2023. Ça vaut aujourd'hui entre 30 et 70 $ la douzaine d'œufs. Les 25 kg de farine, ça vaut entre 100 et 400 $. Les prix varient aussi énormément selon s'il y a des distributions alimentaires ou pas. S'il n'y a pas de distribution humanitaire, les commerçants augmentent les prix. Le lait en poudre, par exemple, il était à 3 $ le kilo, il est à plus de 100 $ en ce moment. Le kilo de tomates est à 13 $. Le kilo de sucre, c'est 100 $. Donc multiplié plus de par 100, quoi. C'était un peu moins de 1 euro à l'époque, il y a 2 ans, un peu moins cher qu'en France, quoi. Et il n'y a pas de viande ni de produits frais. Ce qui pose énormément de problèmes au-delà des gens qui meurent de la famine. On est à 300 décès de famine comptabilisés, et on est à environ 65 000 morts comptabilisés en tout. Je dis comptabilisés. Les services administratifs de Gaza et l'état civil
n'est pas parfaitement organisé et n'a pas un fonctionnement optimal ces derniers temps. Des familles entières sont parfois disparues, donc ne peuvent pas être forcément comptabilisées non plus, puisqu'il n'y a plus personne pour les déclarer. Il y a des milliers de personnes portées disparues simplement dans les gravats. Le nombre de morts est très très certainement sous-estimé. Il y a déjà un an, il y avait une enquête du Lancet qui parlait de plus de 100 000 morts. Le militaire français Guillaume Ancel, lui, parle probablement du double de ce qu'annonçait en disant qu'il y a au moins 130 000 morts sur ce qu'il a calculé, par exemple, à partir du nombre de bombes lancées, du tonnage des bombes, de la densité de la population. Il dit qu'il ne peut pas y avoir 65 000 morts dans des zones aussi densément peuplées, vu le nombre de bombes qui sont tombées, et il dit que c'est au moins le double, quoi. C'est dans ce contexte-là donc, que se développe aussi la famine, et où je disais on a parlé des 300 morts de la famine. Il y a aussi les maladies liées à la famine. Déjà les problèmes liés au développement cérébral de la sous-nutrition chez les jeunes enfants. Il y a des problèmes cérébraux et des retards très importants de développement mental chez les enfants qui sont jeunes aujourd'hui. Il y a la question des maladies aussi. Des problèmes pour les reins, pour les intestins notamment. Quand une personne fait une grève de la faim, sa reprise de l'alimentation est surveillée par un ensemble de médecins et notamment de spécialistes. Il n'y aura pas un médecin spécialiste pour chacun des 2 millions de Palestiniens si jamais, par miracle, la famine s'arrêtait demain. Donc il y aura des maladies chroniques à long terme qui se développeront. Aussi, le fait de manquer de calories et de vitamines, ça n'aide pas à cicatriser. Énormément de Palestiniens sont blessés, ne peuvent pas cicatriser parce qu'ils sont sous-alimentés, parce qu'on a besoin de plus de calories que le nombre de calories dont on a besoin quand on est en bonne santé. Quand on a plus de calories, le fait que là, ils sont sous-alimentés, ils ont moins que ce qu'un être humain qui doit avoir en général, ça les empêche de cicatriser, ça entraîne des amputations en masse. C'est dans ce contexte-là que, notamment, il y a eu des oppositions assez vives au Hamas de la part de la population de Gaza ces derniers mois, avec des manifestations spontanées de milliers de personnes exigeant du Hamas qu'il accepte le cessez-le-feu à n'importe quelle condition. Des manifestations qui sont spontanées et qui ne sont pas du tout à confondre avec ce que je disais, des oppositions créées par des gangs mafieux en lien avec Israël. Et ces derniers jours, le Hamas a fait part du fait qu'il acceptait le plan égyptien, qui est quasiment le même plan que celui qui est proposé par Israël pour le cessez-le-feu, qui est un plan de cessez-le-feu vraiment minimal, qui serait censé durer 2 mois, où le Hamas libérerait la majorité des otages, contre la libération de 2000 Palestiniens arrêtés depuis le 7 octobre, donc 2000 sur les 3000, alors qu'initialement le Hamas voulait libérer la totalité des prisonniers arrêtés depuis le 7 octobre, parce que quand on mène une opération militaire pour faire libérer ces prisonniers et qu'à l'arrivée il y a plus de prisonniers qu'avant, c'est que c'est pas un échec, c'est que c'est pas une réussite flamboyante, parce que le Hamas a dû revoir sa prétention à la baisse, a revu à la baisse aussi son nombre de prisonniers politiques à libérer, parle maintenant de 160 détenus palestiniens qu'il voudrait faire libérer, condamnés à la perpétuité, et 40 condamnés à 15 ans de prison. Sur le plan accepté là officiellement par le Hamas, ne figure plus non plus la phrase disant que c'est le Hamas qui choisira les noms des personnes libérées, qui était une des exigences depuis 2 ans de la part du Hamas. Et je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être éclairer le fait que des différentes tribunes ont été publiées ces derniers jours, rappelant notamment la libération de Marwan Barghouti, donc le leader palestinien, membre du Fatah, opposant à Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, apprécié par l'ensemble ou la plus large partie des Palestiniens, qui a de très bonnes relations avec l'ensemble des forces politiques palestiniennes et que le Hamas, semble-t-il, souhaitait voir libérer. Que l'autorité palestinienne ne souhaite pas faire libérer.
Le journal Middle East Eye avait révélé il y a un peu plus d'1 an le fait que le chef des services de renseignement de l'autorité palestinienne avait mis la pression sur l'Égypte et sur le Qatar pour qu'ils ne figurent pas parmi les personnes libérées. Puisqu'évidemment, il aurait remis en cause le pouvoir de la bureaucratie actuelle, et notamment du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, âgé de 90 ans et dont le mandat s'est terminé il y a environ 15 ans. Le Hamas est obligé de revoir ses prétentions à la baisse. Aussi, le plan de cessez-le-feu proposé par l'Égypte, le Qatar, qui est à peu près le même que celui qui était demandé par les États-Unis et Israël, projette le fait qu'Israël continue d'occuper ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie, qui est donc le couloir au sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte, et aussi qu'il y a une zone tampon à l'est de la bande de Gaza, encore contrôlée par Israël. Donc c'est ce plan de cessez-le-feu qui serait en ce moment discuté, et par ailleurs, à la fois le Hamas et le djihad islamique disent qu'ils l'acceptent pour 2 raisons. La première, qui est la situation humanitaire désastreuse du peuple palestinien, qui ne comprendrait pas qu'un cessez-le-feu ne soit pas accepté à n'importe quelle condition. Et deuxièmement, pour faire la démonstration du fait qu'Israël refuse tout cessez-le-feu, parce que s'il refuse même celui-là, qui était, semble-t-il, celui qui demandait il y a quelques mois, et qui est un cessez-le-feu autant favorable à Israël, c'est bien qu'ils ne veulent aucun cessez-le-feu. Donc c'est dans ce contexte-là aussi que se relance, je pense, là, la rentrée, les campagnes et les manifestations de soutien à la Palestine, qui j'espère seront de plus en plus massives, et aussi que à partir de ce dimanche 31 août se lance une flottille pour Gaza, plus importante que les précédentes. Ça fait une quinzaine d'années qu'il y a des flottilles pour Gaza. Celle-ci sera inédite parce qu'elle regroupera 80 bateaux, des personnes de 44 nationalités différentes, et elle est en quelque sorte la mise en commun des différentes tentatives de briser le blocus de Gaza. Cette campagne-là, donc, elle est menée par une coalition qui s'appelle Global Sumud Flotilla. Ça regroupe les gens du Maghreb qui avaient mené un convoi partant d'Algérie, les gens de la marche pour Gaza en Égypte et les gens des différentes flottilles. Donc c'est 80 bateaux. Il y a une partie qui part dimanche 31 août de Barcelone, une autre partie qui part jeudi 4 septembre de Tunis, et quelques jours après, il y aura une autre partie qui partira de Malaisie. Il y aura notamment un certain nombre de manifestations en France en soutien à cette campagne. Ce sera évidemment une occasion de faire parler de la Palestine, j'espère à l'échelle mondiale. Ça peut être quand même l'intérêt du fait qu'il y ait des gens de près de 50 pays ensemble. Et voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Que maintenant on peut discuter. Je ne sais pas si vous avez des questions, soit sur la vie à Gaza, soit sur l'histoire de Gaza, soit même discuter, je ne sais pas, de ce que vous faites à Guingamp, des campagnes de solidarité. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si tu as un peu une idée, est-ce qu'il reste encore aujourd'hui une gauche palestinienne, et qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'elle peut faire, est-ce qu'elle a encore des perspectives d'avenir et de projets politiques pour changer la donne? Après c'est aussi un débat qu'on peut avoir sur le signifiant gauche, qui n'est pas forcément mobilisé de la même manière selon les endroits du monde, selon les contextes, même des gens qu'on pourrait voir comme de gauche selon certains critères qui ne vont pas forcément se dire de gauche. Enfin, voilà. La principale force de gauche, donc, c'est le FPLP, qui a une branche armée à Gaza qui est quand même relativement faible et qui ne pèse pas non plus grand-chose si on compare à celle du Hamas ou du djihad islamique, mais qui existe. Le FPLP aussi a été et est encore assez influent dans le syndicalisme palestinien, notamment le syndicalisme agricole. Donc voilà, notamment en Cisjordanie, un certain nombre de fermiers sont membres de l'UAC. C'était le cas à Gaza aussi, mais compliqué de parler du syndicalisme agricole quand il n'y a plus ni de terre ni de paysans. C'est aussi l'UAC qui organisait les pêcheurs. Voilà. Sinon, il y a une lutte armée
en Cisjordanie notamment, qui se présente comme au-delà des partis. Ce qui ne signifie pas que c'est forcément de gauche, mais avec l'idée quand même d'une guérilla, de quelque chose de relativement horizontal, ne serait-ce que pour des raisons stratégiques. Un organigramme trop précis favorise évidemment la répression et l'arrestation. Donc voilà, donc, notamment à Jénine, avec la brigade de Jénine, quand même elle a été affaiblie du fait du siège du camp par Israël et par l'autorité palestinienne, aussi entre les deux quand même, qui a fait plusieurs dizaines de morts. Il y a les lions de Naplouse aussi, qui sont l'équivalent à Naplouse, qui ne sont pas forcément de gauche, mais qui est une forme de guérilla, plutôt auto-organisée. Voilà. On peut noter aussi, j'ai cité rapidement Bassel al-Arraj tout à l'heure, donc il y a un penseur palestinien tué en 2017, qui lui était d'influence marxiste, qui a écrit un certain nombre d'articles qui sont traduits en anglais dans un livre qui s'appelle I Find My Answers, que j'ai trouvé mes réponses, qui est une des phrases de ses derniers textes où il s'exprime d'outre-tombe. En gros, c'est quelqu'un qui était donc un intellectuel et militant palestinien qui, dans les années 2010, organisait des visites clandestines de la Cisjordanie dans une démarche d'éducation populaire, qui faisait visiter les villes, les villages et les monuments palestiniens pour raconter l'histoire des résistances palestiniennes, qui accordait une importance particulière à la question de l'auto-organisation, de l'auto-organisation civile et égalitaire, qui critiquait vertement l'autorité palestinienne et aussi l'administration du Hamas à Gaza, qui disait de la même manière que Che Guevara a abandonné l'État et quitté Cuba pour répandre la révolution, doit maintenant déserter les institutions pour répandre l'insurrection en Palestine, qui était très influencé par Che Guevara, par Gramsci aussi, par des références anti-impérialistes comme Frantz Fanon ou Ali Shariati, qui s'intéressaient particulièrement à l'histoire de l'auto-organisation, à des formes d'anti-autoritarisme dans l'histoire de la Palestine, à la participation des femmes aussi au mouvement civil. Et on peut constater que c'est un penseur qui est quand même de plus en plus cité, notamment progressivement, quoi. Donc il a été tué en 2017. En fait, il avait été arrêté d'abord par l'autorité palestinienne, qui lui reprochait de détenir des armes avec 5 de ses camarades et de peut-être projeter une attaque des cibles militaires israéliennes. Il a été libéré au bout de plusieurs mois suite à 9 jours de grève de la faim. En fait, le fait d'avoir été arrêté par l'autorité palestinienne, ça désigne immédiatement les gens comme des cibles, comme des dangers. Et dans les jours suivants, 4 de ses 5 camarades avaient été arrêtés par Israël. Lui, il était passé dans la clandestinité, et quelques mois après, il avait été tué par Israël au terme d'une fusillade de 2 heures. Il y a eu des manifestations en Cisjordanie contre l'autorité palestinienne, à qui il était reproché sa coordination sécuritaire avec Israël, une sorte d'euphémisme pour dire collaboration, d'avoir d'abord arrêté Bassel al-Arraj et donc de l'avoir désigné comme une cible. Possiblement, ça n'a jamais été prouvé, mais c'était une suspicion assez élevée, d'avoir aidé Israël à le localiser ensuite à Ramallah et d'avoir laissé l'armée israélienne passer et intervenir dans une zone qui est théoriquement uniquement contrôlée par l'autorité palestinienne. Et donc Bassel al-Arraj est de plus en plus cité, notamment par les mouvements de jeunesse palestiniens par exemple, alors que sa pensée, son discours ne sont pas forcément consensuels en Palestine. Enfin, c'est quelqu'un par exemple qui disait qu'il a longtemps cru que le conflit était entre Arabes et Juifs ou entre Palestiniens et Israéliens, et qu'il se situe maintenant dans les pas de Frantz Fanon par exemple, qui avait quand même une critique de l'identitarisme et qu'il était prêt à considérer qu'un Israélien qui endossait la cause palestinienne était plus palestinien que les collaborateurs palestiniens par exemple. Donc il y a une relative influence de formes d'opposition civile, auto-organisée, etc. Quand bien même les gens ne se mettent pas forcément le label gauche sur le front, quoi. Mais c'est quelque chose qui est quand même, je pense, oui, relativement faible. Moins du fait de la faiblesse de l'idéologie que des difficultés pratiques à s'organiser. Enfin voilà, il y a une destruction totale de la bande de Gaza, et il y a un nettoyage ethnique en cours en Cisjordanie, quoi. Merci à vous en tout cas. Merci. Donc j'ai quelques exemplaires du livre qui a été réimprimé récemment. Donc, en fait, quand j'avais été à Gaza, j'avais donc au jour le jour tenu un journal sur place. J'avais aussi écrit quelques articles
J'écrivais pour le journal municipal de Gonfreville-Lorcher, donc qui est la ville à côté du Havre, celle où il y a la raffinerie et le pont de Normandie. Et donc je tenais un journal sur place et je l'avais relu les années suivantes. Et j'en ai fait un livre qui est à mi-chemin entre donc, le témoignage, le récit historique et l'essai. Essayer d'expliquer, parce que moi j'y suis allé dans une période quand même assez calme. Avant d'aller à Gaza, j'avais une sorte d'image de Gaza pendant l'opération Plomb durci, quoi. Donc les bombardements, les destructions, les morts, etc. Et moi j'y ai passé quelques mois dans une période relativement calme. Mais ce que j'avais peut-être sous-estimé, ce que je connaissais uniquement de manière abstraite avant d'y aller, c'était simplement l'enfermement, les pénuries, le stress, etc. Il y avait même des moments où j'ai hésité à sortir de chez moi parce que c'était un peu épuisant, quoi. Les files d'attente, les pénuries, les coupures d'électricité, enfin tout est long, par exemple. Il y a des files d'attente partout dans un endroit surpeuplé. Donc on peut attendre pendant 20 minutes pour acheter du pain, pendant une demi-heure pour retirer de l'argent, et au moment où c'est à soi, il y a une coupure d'électricité, enfin voilà. Et tout était comme ça. Et ce qui m'avait sauté aux yeux quand il y avait eu l'été continu de bombardement en 2014, c'est là que j'avais décidé d'en faire un livre, c'est que les endroits les plus menacés, c'est ceux qui avaient été détruits l'été suivant. Par exemple, les endroits où en période de calme, il y avait seulement des déracinements d'arbres, des destructions de terres, etc., ils étaient totalement détruits avec des dizaines de morts et les terres totalement détruites par les bombardements à l'été 2014. En période dite de paix, il va y avoir des pénuries dans les hôpitaux, des pénuries d'électricité et de médicaments. Et en période dite de guerre, les hôpitaux sont bombardés, détruits, et les médecins assassinés. Et donc d'essayer de montrer que les périodes de massacre sont le prolongement direct avec une variation d'intensité du siège qui existe depuis au moins une vingtaine d'années. Donc le bouquin avait été publié en 2017 et il est de temps en temps réimprimé, comme la semaine dernière. Il a été réédité.